La guerre israélo-iranienne vient de prendre un tournant inattendu. Au milieu des craintes liées au conflit régional, les États-Unis ont récemment déployé l'un de leurs porte-avions les plus redoutables au Moyen-Orient. Cependant, cela ne s'arrête pas là. Afin de garantir le rétablissement de la paix mondiale, l'US Air Force a révélé une merveille technologique, un porte-avions aérien qui fonctionne de manière bien différente des véhicules navals traditionnels. Qu'est-ce qui distingue ce nouveau porte-avions des autres? Quelles sont ses capacités qui le rendent plus redoutable? Rejoignez-nous pour explorer les caractéristiques et les capacités du nouveau porte-avions OVNI des États-Unis, désormais prêt à l'action. Il y a un siècle, la marine américaine a introduit l'USS Langley, un navire unique qui allait changer l'aviation militaire à jamais. Souvent appelés « villes en mer », les porte-avions sont des navires massifs pouvant transporter jusqu'à 90 avions et être équipés de 5000 marins. Mesurant plus de 300 mètres de long, ces bases aériennes flottantes peuvent projeter la puissance militaire presque partout dans le monde. Mais aujourd'hui, le paysage a évolué vers un état plus sophistiqué, car l'US Air Force révèle un porte-avions OVNI. Dans les années 1930, la marine américaine a expérimenté des porte-avions volants sous forme de dirigeables rigides, l'USS Akron et l'USS Macon. Ces immenses dirigeables transportaient de petits biplans F-9C2 Curtiss Sparrowhawk qui pouvaient être lancés et récupérés en plein vol grâce à un système de trapèze. L'USS Akron et l'USS Macon étaient des dirigeables rigides qui ont pris leur envol pour la marine américaine. Construits à partir de 1929, ces dirigeables de classe Akron comportaient une conception à 3 quilles, leur conférant une structure plus robuste que les zeppelins allemands originaux. À l'intérieur, 8 puissants moteurs Maybach VL2 de 560 chevaux étaient installés, facilitant l'entretien et réduisant la traînée pendant le vol. Les hélices, cependant, restaient à l'extérieur de l'aéronef et pouvaient être inclinées vers le bas pour des décollages et des atterrissages plus souples. Ils étaient bien plus que de simples dirigeables. Ce étaient des porte-avions volants conçus pour des missions de reconnaissance et d'espionnage. Ces énormes dirigeables étaient destinés à transporter de petits avions comme le F-9C2 Curtiss Sparrowhawk, qui pouvaient être lancés et récupérés en plein vol. Seuls 8 de ces mini-biplans ont été construits, armés de mitrailleuses de calibre 0,30 pouces, prêts à étendre la portée de surveillance du dirigeable ou à attaquer des ennemis si nécessaire. Les Akron et Macon étaient conçus pour être les yeux dans le ciel, surveillant la côte américaine et repérant toute menace tentant d'entrer dans l'espace aérien américain ou des navires ennemis se rapprochant trop de la côte. Avec l'aide des Sparrowhawk, ces dirigeables offraient une portée de surveillance plus large que la flotte navale. Leur mission était claire, protéger le pays en patrouillant la côte. À l'intérieur de l'Akron, il y avait un pont d'envol avec une ouverture en forme de T, mesurant 75 par 60 pieds, où les Sparrowhawks étaient lancés et récupérés. Les avions pendaient du dirigeable sur un dispositif semblable à un trapèze, et il fallait un pilote hautement qualifié pour guider le crochet de l'avion sur le trapèze pour la récupération. Comme le décrit le Musée national de l'air et de l'espace, le pilote devait manœuvrer soigneusement l'avion pour connecter la barre horizontale du trapèze. Une fois accroché, le moteur était coupé et l'avion était soulevé dans le ventre du dirigeable et stocké sur des racks spéciaux. Malgré sa conception innovante, l'Akron a connu une série d'accidents mortels au cours de sa brève période de service. En 1932, 2 marins ont perdu la vie lors d'un incident de mouillage, et un autre accident s'est produit près d'un hangar. À l'époque, l'Akron et le Macon semblaient être des innovations prometteuses, bien que la marine savait que ces dirigeables devaient rester derrière les lignes de front et se fier à leurs avions de reconnaissance pour explorer la côte. Voler en avant aurait fait d'eux des cibles faciles pour les avions ennemis. Pourtant, malgré les dangers, les porte-avions de classe Akron ont accompli quelque chose de remarquable avec leur capacité à lancer et récupérer des avions en plein vol. Aujourd'hui, l'épave de l'Akron repose au fond de l'océan près de Atlantic City. Mais ce n'était pas la fin des porte-avions aériens. Loin des tentatives des années 1900,
Les États-Unis ont relativement récemment exploré un nouveau programme de porte-avions volants. Par exemple, le C-130 Hercule. Le Lockheed C-130 Hercule est un avion de transport militaire américain à 4 moteurs turbopropulseurs fabriqué par Lockheed. Il peut décoller et atterrir sur des pistes accidentées et a été initialement conçu pour transporter des troupes, des patients médicaux et des cargaisons. Au fil du temps, le C-130 a été adapté à de nombreux rôles différents, tels que canonnière, assauts aériens, recherche et sauvetage, soutien scientifique, surveillance météorologique, ravitaillement en vol, patrouille maritime et lutte contre les incendies depuis les airs. C'est l'avion de transport tactique principal pour de nombreuses forces armées dans le monde, avec plus de 40 versions différentes, y compris des modèles civils connus sous le nom de Lockheed L-100, utilisés dans plus de 60 pays. Cet avion de transport a commencé son service aux États-Unis en 1956 et a été rapidement utilisé par l'Australie et d'autres pays. Il a participé à de nombreuses missions militaires, civiles et humanitaires. En 2007, il est devenu le 5e avion à servir pendant 50 ans avec son premier client, l'US Air Force. Il détient le record de la plus longue série de production de tout avion militaire, le dernier modèle, le Lockheed Martin C-130J Super Hercules, étant toujours produit en 2023. Depuis 2015, l'Agence des projets de recherche avancée de défense des États-Unis, DARPA, a exploré la possibilité d'utiliser un avion de transport Lockheed C-130 Hercule modifié pour déployer et soutenir les véhicules aériens sans pilote Dynetics X-61 Gremlins en tant que microfighters. Une fois leur mission terminée, ces microfighters sont récupérés à l'aide d'une méthode de récupération aéroportée, propriétaire, impliquant un réceptacle de type traîne et une technique de stationnement. Les tests sont actuellement en cours à Dugway Proving Grounds, avec International Air Response fournissant le C-130A sous contrat. En janvier 2023, l'un de ces tests a vu la DARPA réussir à lancer un UAV X-61 Gremlin depuis la baie du C-130. Si le test obtient l'approbation et que le porte-avions est officiellement lancé, cela permettrait aux États-Unis de déployer des drones depuis des vaisseaux-mers tout en restant à l'extérieur des défenses aériennes ennemies, permettant aux drones d'engager des cibles avant de revenir dans l'espace aérien autour du vaisseau-mère pour être récupérés et ramenés pour service ou réparation. Cependant, les tests ne sont pas tous parfaits, car bien qu'un test ait montré que le drone pouvait effectivement être déployé par le C-130, le drone lui-même a été détruit après 1h30 de vol qui s'est terminé par une défaillance du parachute. Mais il s'agit probablement d'un problème facile à résoudre qui sera évité lors des tests suivants. Une fois ce contretemps écarté, le programme continuerait comme prévu, faciliterait l'essor d'autres programmes similaires et permettrait finalement aux États-Unis de disposer de la puissance d'un super porte-avions dans le ciel, pour compléter une flotte déjà puissante de porte-avions. Dans les années 1970, l'US Air Force a expérimenté l'idée de convertir l'un de ses grands avions en porte-avions volant rempli de chasseurs pouvant être déployés et même récupérés en plein vol. Parmi les prétendants à ce rôle figuraient le Lockheed C-5 Galaxy et le Boeing 747. Boeing a pris l'avantage lorsqu'ils ont souligné correctement dans leur proposition que le 747 offrait une portée et une endurance supérieures lorsqu'il volait avec une charge utile complète de 883 000 livres. Le 747 serait donc capable de transporter jusqu'à 10 micro-avions à la fois. Ils ont spécialement conçu et construit les micro-avions pour qu'ils soient suffisamment petits pour être logés à l'intérieur du 747, avec un appareil qui permettrait à l'avion de transport de transporter les chasseurs sur de longues distances, de les déposer là où ils étaient nécessaires pour le combat, de les récupérer à nouveau et de les ravitailler si nécessaire. Cependant, certaines incertitudes sont apparues, notamment concernant la portée en carburant et la manière dont les micro-avions Boeing se comporteraient face aux menaces avancées qu'ils étaient censés affronter. Finalement, la proposition n'a jamais franchi le stade de la page du rapport de Boeing.
mais ce rapport a établi que malgré les défis, le concept, bien que coûteux, était en réalité techniquement faisable. Puis, vint le projet de l'avion à propulsion nucléaire Lockheed CL-1201. Ce projet était un design pour un énorme avion à propulsion nucléaire avec une envergure de 1120 pieds. S'il avait été construit, il aurait eu la plus grande envergure jamais atteinte par un avion, plus du double de celle de tout autre avion du XXe siècle. Lockheed, fidèle à sa réputation de repousser les limites, a décidé de concevoir un avion volant de la taille d'un porte-avions traditionnel. Cet avion, ou porte-avions, pèse un poids impressionnant de 5265 tonnes et atteint la hauteur d'un bâtiment de 14 étages. Pour faire voler une telle structure massive, la conception comprenait une envergure de 1120 pieds avec un fuselage de 560 pieds de long, soit la longueur de 2 Boeing 747 mis bout à bout. Cet avion porte-avions pourrait cependant étonnamment être propulsé uniquement par 4 énormes moteurs à turboréacteurs alimentés par du carburant jet standard jusqu'à une altitude de 16 000 pieds. À partir de ce moment, l'énergie nucléaire d'un réacteur à bord prendrait le relais et alimenterait l'avion pendant 41 jours consécutifs sans avoir besoin de se ravitailler ou d'atterrir une seule seconde. En fait, l'avion pourrait maintenir une vitesse de croisière de Mach 0,8 pendant cette période et voler à environ 30 000 pieds d'altitude. Cet avion massif aurait un équipage de 845 personnes, serait capable de déployer 20 chasseurs multirôles, de maintenir un pont d'envol pour les réparations, mais coûterait probablement des milliards de dollars et nécessiterait trop d'heures de travail pour sa production et son entretien, ce qui a dû contribuer au fait que l'avion n'ait jamais dépassé le stade de la proposition. Mais son concept reste aujourd'hui une anomalie historique qui continue d'inspirer une attention renouvelée dans le monde. Le bombardier stratégique B-36 Peacemaker était un autre avion destiné à être modifié pour transporter des micro-avions. Dans les années 1950, il a été conçu pour servir de porte-avions volant, pouvant transporter jusqu'à 4 avions de chasse McDonnell F-85 Gobelin à bord. Le Convair B-36 Peacemaker était un énorme bombardier stratégique utilisé par l'US Air Force de 1946 à 1959. Construit par Convair, il détient le record de l'avion le plus grand jamais produit en série, avec des moteurs à piston, bien qu'un seul Hugh Hercule ait eu une envergure et un poids supérieurs. Le B-36 possède également la plus grande envergure d'aile de tout avion de combat et pouvait traverser les continents sans avoir besoin de se ravitailler. Le B-36 est entré en service en 1948 et a été l'avion principal pour la livraison des armes nucléaires au sein du Strategic Air Command, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le Boeing B-52 Stratofortress en 1955. La plupart des B-36 ont été mis au rebut, ne laissant que 4 exemplaires. Son développement a commencé avant que les États-Unis n'entrent dans la Seconde Guerre mondiale, motivé par le besoin d'un bombardier capable d'atteindre l'Europe et de revenir en Amérique du Nord. La demande initiale pour le bombardier stipulait une vitesse maximale de 450 km/h, une vitesse de croisière de 275 mph et une portée de 12 000 miles. Bien que ces spécifications aient été trop avancées pour la technologie de l'époque, les exigences ont été ajustées à une portée de 10 000 miles, un rayon d'action de 4 000 miles, une vitesse de croisière de 240 à 300 mph et un plafond de service de 40 000 pieds. Les ajustements visaient à rendre le bombardier efficace contre les défenses anti-aériennes de l'Allemagne nazie. Dans le Pacifique, l'US Army Air Force avait besoin d'un bombardier capable de voler d'Hawaï vers le Japon, ce qui a fait du B-36 une priorité absolue. Le 23 juillet 1943, après avoir vu les plans allemands pour un bombardier similaire et alors que la firme allemande Heinkel commençait à travailler sur son propre bombardier à 6 moteurs, le secrétaire à la guerre Henry L. Stimson et des officiers de haut rang décidèrent de sauter les étapes habituelles d'acquisition militaire. L'USAF a rapidement passé une commande de 100 bombardiers B-36 auprès de Convair, avant même que les prototypes n'aient terminé leurs tests. Le premier avion était attendu pour août 1945 et le dernier pour octobre 1945, mais la livraison a été retardée.
Le B-36 a été révélé en août 1945 et a effectué son premier vol en août 1946. Lorsque la guerre froide a commencé, les dirigeants militaires américains avaient besoin de bombardiers capables de transporter de grandes bombes atomiques. Le B-36 était le seul avion américain avec la portée et la capacité nécessaires pour transporter ces bombes des États-Unis vers l'Union soviétique. Une modification spéciale, appelée Grand Slam Installation, lui permettait de transporter des bombes encore plus grandes. Cependant, le B-36 a rapidement été obsolète avec l'introduction de chasseurs à réaction plus rapide. Le B-47 Stratojet, son équivalent à réaction, ne devint pleinement opérationnel qu'en 1953 et nécessitait un ravitaillement en vol pour atteindre l'Union soviétique. Les bombardiers B-29 et B-50 avaient également une portée limitée. Ce n'est qu'en 1955, lorsque le Boeing B-52 Stratofortress était prêt, que le B-36 fut remplacé en tant que principal bombardier nucléaire du Strategic Air Command. Le B-36 était surnommé l'Overcast en aluminium et était central dans le SAC sous la direction du général Curtis LeMay. Il pouvait transporter une charge utile plus importante que le B-29 ou le B-52 et effectuer des missions jusqu'à 3400 miles de distance, restant en vol pendant jusqu'à 4 heures. Ses grandes ailes et ses 6 moteurs lui permettaient de voler à haute altitude, évitant la plupart des chasseurs ennemis et des canons anti-aériens. Pour lancer ces micro-avions, il serait équipé du McDonnell F-85 Goblin, pouvant en abriter jusqu'à 4. Le B-36 était le choix idéal dans les années 1950, grâce à sa taille massive et à son poids. Ses ailes de 230 pieds surclasseraient même celles du B-52 Stratofortress et cimenteraient le B-36 comme l'un des plus grands avions à avoir jamais pris son envol. Son poids atteignait un étonnant 410 000 livres lorsqu'il était complètement chargé de carburant et d'armement jusqu'à 86 000 livres. Malgré toutes ces caractéristiques impressionnantes, le B-36 ne vola jamais lors d'une mission opérationnelle, car bien qu'il ait été conçu pour permettre aux États-Unis de bombarder Berlin efficacement, la Seconde Guerre mondiale serait terminée avant qu'il ne soit prêt. Cependant, sa taille massive et sa portée ont poussé l'Air Force à envisager son utilisation comme porte-avions volant, mais cela aussi n'a pas abouti. Car l'avènement du ravitaillement en vol a considérablement augmenté la portée opérationnelle de tous les types d'avions et a finalement diminué l'importance de la portée du B-36 Peacemaker. Cependant, puisque le développement d'un porte-avions volant semblait futile, l'accent a été mis sur le renforcement de la puissance de la marine américaine, et ce secteur a connu des progrès impressionnants grâce aux avancées technologiques. Une preuve de ce changement technologique est le USS Gerald. La classe USS Gerald R. Ford est le plus grand porte-avions du monde, avec un déplacement de 100 000 tonnes. La marine américaine a signé un contrat de 5,5 milliards de dollars avec Northrop Grumman en 2008 pour concevoir et construire ce porte-avions. Mis en service en 2009, le USS Gerald R. Ford a marqué l'histoire, non seulement parce qu'il est un porte-avions de nouvelle génération, mais aussi parce qu'il a été construit avec un objectif précis: renforcer la marine des États-Unis. Toute personne familière avec le secteur militaire américain sait que la nation ne plaisante pas avec ses systèmes de défense et peu importe le montant dépensé pour les construire, il voulait que le porte-avions soit parfait. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce navire est la définition de la perfection. Le porte-avions a été conçu et construit par l'une des meilleures industries, Huntington Ingalls Industries, le seul fabricant de navires nucléaires aux États-Unis. Ce porte-avions est un navire nucléaire et est équipé de 2 réacteurs nucléaires pesant plus de 1000 tonnes chacun. Ils permettent aux navires de servir pendant une très longue période, comme le disent les développeurs eux-mêmes. Ce porte-avions serait opérationnel pendant plus de 50 ans. Voici ce qui fait de ce porte-avions l'un des plus avancés au monde. Le USS Gerald Ford est propulsé par 2 réacteurs nucléaires Bechtel A1B, les moteurs les plus avancés jamais conçus pour les navires de guerre. Grâce à ces réacteurs, le porte-avions peut fonctionner pendant 25 ans sans avoir besoin de ravitaillement et ne nécessite qu'un seul ravitaillement pendant toute sa durée de vie de 50 ans.
Avec une vitesse maximale d'environ 30 nœuds, il peut naviguer rapidement vers n'importe quelle partie du globe, prêt à soutenir ses alliés ou à confronter ses ennemis. Équipé des dernières technologies, le USS Ford dispose de capteurs, de processeurs et de systèmes d'armement de pointe. Contrairement à la plupart des porte-avions, il est équipé du radar AN/SPI-3, qui combine les capacités de recherche, horizon et volume en un seul système avancé. Ce radar est incroyablement polyvalent, gérant tout, de la surveillance et du contrôle du trafic aérien, aux communications de missiles et à la détection de cibles à grande distance. Ce radar, appelé radar à bande double, a été conçu par Raytheon pour les destroyers de la classe Zumwalt et les porte-avions de la classe Gerald R. Ford. En utilisant un seul radar à 6 faces au lieu de 6 à 10 radars distincts, la tour de contrôle peut être plus petite. Le DBR fonctionne en combinant 2 types de radars. Le radar AN/SPI-3 de bande X pour les fonctions multiples et le radar AN/SPI-4 de bande S pour la recherche de volume. Ces radars sont divisés en 3 groupes et peuvent scanner différentes zones simultanément. Plus tard, le radar de bande S a été retiré des destroyers de la classe Zumwalt pour économiser de l'argent. Les 3 faces du radar dédiées à la bande X s'occupent du suivi des objets volant bas et de l'émission des signaux radars, tandis que les autres 3 faces, utilisant la bande S, recherchent et suivent des cibles, quel que soit le temps. Ce système radar, appelé radar à bande double, est le premier à fonctionner sur 2 fréquences différentes en même temps, contrôlé par un seul système. Le porte-avions peut accueillir jusqu'à 75 chasseurs et véhicules aériens sans pilote, y compris le très avancé F-35C Lightning II Joint Strike Fighter. Cet avion de 5e génération est le résultat du programme d'armement le plus coûteux du Pentagone, coûtant environ 400 milliards de dollars. Il est incroyablement polyvalent, capable de soutien aérien rapproché, de décollage et d'atterrissage verticaux, et bien plus encore, ce qui en fait le choix numéro 1 de la marine. De plus, le USS Ford est prêt pour l'avenir, équipé pour accueillir, lancer et récupérer la prochaine génération d'avions, comme le chasseur de 6e génération FA-XX. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes ici, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.